Alors, c'est juste un peu d'anglais maintenant. Je vais présenter Yves Martin avec les producteurs de bœuf du Québec. Elle a porté plusieurs chapeaux là-bas. Elle est avec l'association depuis 2003. Elle travaille avec les veaux d'embauche depuis 2004, directrice de la mise en marché pour les veaux d'embauche depuis 2018 et des affaires économiques depuis l'automne 2019. Alors, heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Aussi, Dr. Paul Baillargeon, qui est docteur en médecine vétérinaire, obtenu en 1974 de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, maîtrise en sciences cliniques 2003, pratique dans l'industrie laitière de 1974 à 2003. Et il a travaillé avec Zoetis de 2003 à 2016 comme chef des services techniques. Et jusqu'au moment de sa retraite, il travaille comme consultant avec la Fédération au Québec depuis 2016. Et c'est lui le vétérinaire en chef sur ce sujet ici. Pour sensibiliser et faire la transition de nouveaux protocoles pour la santé des troupeaux. Alors, on va aller au docteur Baillargeon pour faire la présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, le discuter, et on pourra y revenir à la fin de la présentation. Je vais commencer avec la mise en contexte pour voir et expliquer qu'est-ce qui a mené à cette orientation-là pour les producteurs de veaux d'embauche du Québec. Donc, merci Cédric. Je vais vous rappeler brièvement, les producteurs de bovins du Québec, c'est la fédération spécialisée qui opère le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. L'organisation est divisée ou regroupe 5 productions, le veau de lait, le veau de grain, les veaux d'embauche, le bouvillon, bovin de réforme et veaux laitiers. Moi, je travaille pour l'agence de vente des veaux d'embauche. Donc, au moment de notre assemblée générale annuelle, peut-être juste vérifier, est-ce que Kelly, vous partagez ma présentation? Okay. Donc, lors de notre Assemblée générale annuelle de 2019, au moment de notre atelier de producteurs de veaux d'embauche, une résolution avait été amenée et a été traitée à l'effet de rendre obligatoire la vaccination du troupeau reproducteur. Lors de l'Assemblée 2019, cette résolution-là a été rejetée. Les délégués présents dans la salle ont jugé qu'ils n'avaient pas assez d'informations pour bien se positionner sur la résolution, mais ils ont mandaté le comité de mise en marché veaux d'embauche pour travailler sur une proposition plus complète de vaccination du troupeau reproducteur qui inclurait et des vaccins vivants et des vaccins tués. Il faut comprendre que le comité de mise en marché veaux d'embauche, c'est un comité qui est en charge de la mise en marché, de négocier les conditions de vente aux encans, et il est constitué d'un représentant producteur de veaux d'embauche pour chacune des régions du Québec. Donc, on a 14 représentants qui proviennent de 14 régions qui sont tous des producteurs de veaux d'embauche. Donc, suivant l'AGA, le comité mise en marché s'est mis au travail. Il a découlé de ça. Le comité mise en marché a décidé de former un comité de vaccination. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. A décidé de constituer un comité vaccination qui était formé de vétérinaires de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, de vétérinaires praticiens, de vétérinaires conseil des PVQ, Dr. Paul Baillargeon, d'un vétérinaire du MAPAC et de producteurs de veaux d'embauche et également de producteurs de bouvillons d'abattage. Le comité devait analyser la faisabilité de la demande qui émanait de l'Assemblée annuelle et émettre des recommandations. Dans le cadre de ces travaux, très rapidement, le comité
a convenu que l'option à retenir pour ajouter une plus-value au moment de la commercialisation des animaux était l'inclusion de la protection fœtale. Donc, l'objectif à terme était qu'au niveau des encans spécialisés, on allait offrir un circuit avec le moins de veaux immunotolérants possible. À ce moment-là, next one, please. À ce moment-là, à partir du moment où on a pris où le comité de vaccination a fait cette recommandation-là, le comité mis en marché en a pris connaissance et a décidé de consulter ses membres au moment des assemblées générales régionales de 2020. Diapo 4, please. Thanks. Donc, à ce moment-là, au moment de convoquer les assemblées générales régionales 2020, tous les producteurs de veaux d'embauche au Québec sont convoqués dans ces assemblées-là. Et là, sur l'avis de convocation, il est bien spécifié qu'il va y avoir une consultation et la question de consultation est également mentionnée. Donc, tous les producteurs de veaux d'embauche en janvier 2020 ont reçu un avis de convocation sur lequel il était mentionné qu'au moment de la rencontre, il y aurait une consultation sur la vaccination du troupeau reproducteur. Le comité de mise en marché voulait également s'assurer qu'au moment des AGR, tout le monde qui avait des questions d'ordre technique en lien avec la vaccination du troupeau reproducteur pourrait les poser et obtenir des réponses satisfaisantes avant de se prononcer sur la consultation. Donc, le comité de mise en marché nous a demandé de s'assurer qu'à chacune des assemblées régionales, donc dans les 14 régions, un vétérinaire a été présent à ce moment-là et a répondu aux questions des producteurs présents. Donc, la question sur laquelle les producteurs devaient se prononcer, c'était « Êtes-vous en accord avec l'obligation de vacciner le troupeau reproducteur avec protection fœtale des veaux d'embauche commercialisés dans le circuit des encans spécialisés de veaux d'embauche du Québec à compter de la saison 2022-2023. » Le résultat de la consultation, suite aux assemblées dans les 14 régions, a été le suivant. Diapo 5, please. Thanks. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 2 régions sur 14 qui ont voté contre, 12 régions sur 14 ont voté pour. Sur l'ensemble des invitations envoyées, des convocations envoyées, on a 169 producteurs qui se sont présentés en assemblée pour prendre position sur la consultation. 66 % des producteurs ont voté pour, 34 % ont voté contre. Dans les 2 régions où le vote, où la proposition, la consultation a été rejetée, soit l'Abitibi-Témiscamingue et l'Estrie, beaucoup des gens présents ont mentionné qu'ils faisaient déjà une vaccination du troupeau reproducteur avec protection fœtale, mais qu'ils ne se sentaient pas à l'aise à l'obliger tout simplement. Suite au résultat de la consultation, on a tenu un comité de mise en marché le 3 mars 2020. Les membres du comité ont pris connaissance des résultats de la consultation et ont voté unanimement la poursuite des démarches de modification réglementaire. Par contre, la semaine suivante, tout le monde s'en rappelle, ça a été la semaine où la situation de la COVID-19 s'est accélérée et ça a amené le comité de mise en marché à retarder le délai de mise en œuvre en raison de l'insécurité, entre autres, des visites des vétérinaires sur les fermes. Pour mettre un tel chantier en branle, il faut que les producteurs puissent avoir accès à leur vétérinaire. Pendant un temps, les visites étaient interdites, donc les membres, les représentants ont jugé plus prudent de retarder la mise en application de cette réglementation-là. Donc, on a envoyé une demande de modification réglementaire à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour une entrée en vigueur le 1er août 2023 au lieu du 1er août 2022. Enfin, next one, please. On a déposé la demande à la Régie. Le 8 mars 2021, notre avocat au dossier a été informé par la Régie qu'on devait consulter également les délégués au moment de l'AGA 2021 sur notre modification réglementaire. Donc,
c'est ce que nous avons fait. La modification, elle porte sur une norme de production. On ne s'attendait pas à devoir la passer à la GA, mais on l'a quand même fait. On s'est plié à la demande de la régie. Et c'est pour ça qu'on a soumis la consultation à la plénière de la GA 2021. Et à ce moment-là, le vote des délégués a été positif à 74 Au niveau de la modification réglementaire, elle a été adoptée par la Régie le 26 avril 2021 et elle a été gazettée par la suite. Donc, l'entrée en vigueur le 1er août 2023 va se faire. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Paul pour sa présentation. Merci. Merci, Ève. On va faire le partage d'écran. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais fermer mon écran. Katie, I'm going to stop my video just to make sure that there is no lagging. Okay, so sound should be better. OK, so, la question de cette nouvelle réglementation-là soulève assurément beaucoup de questions à l'heure actuelle, puis va continuer d'en soulever, autant chez les vétérinaires que chez les producteurs. Alors, l'objectif de notre discussion ce matin, c'est d'établir un peu ce qui est le contexte de la protection fétale par la vaccination. Alors, on va faire un peu d'histoire sur le BVD, essayer de comprendre pourquoi la protection fétale est importante pour l'industrie bovine. On va parler plus précisément d'immunotolérance au virus BVD, alors les animaux qui deviennent infectés de façon permanente par le virus du BVD. Et en fin de discussion, on va parler plus précisément de l'implantation d'un programme de vaccination incluant la protection fétale. Alors, il y a 2 scénarios qui ont été proposés, qui ont été acceptés par le comité. Et puis, on va parler aussi de choix de vaccins pour terminer par une période de questions. Si jamais il y avait des questions en cours de discussion qui ont trait à la compréhension, peut-être que les animateurs pourraient les prendre tout de suite de façon à ce que ça ne nuise pas à la compréhension pour le reste de la discussion. Par contre, les questions qui peuvent attendre à la fin, on les traitera à la fin de la présentation. Alors, le BVD est un virus qui a été identifié pour la première fois en 1946 de 2 façons différentes. Alors, aux États-Unis, c'était dans l'État de New York, l'Université Cornell avait identifié dans 5 troupeaux laitiers une maladie qui ressemblait beaucoup, le virus avait été identifié dans une maladie qui ressemblait beaucoup à la diarrhée d'hiver. Alors, une maladie qui pouvait parfois être sévère, qui était très contagieuse. Beaucoup d'animaux pouvaient être malades en même temps, mais généralement peu mortelle, peu sévère. Alors, le virus a été identifié à ce moment-là dans ces troupeaux-là. Au même moment, au Canada, en Saskatchewan, plus précisément, on a identifié un virus semblable, le même virus, dans une maladie qui, elle, était particulièrement sévère. Tous les animaux qui manifestaient des signes cliniques finissaient par mourir éventuellement. Alors, on avait donné, au début, on a appelé cette maladie-là la maladie X, et puis finalement, lorsque les résultats d'autopsie ont montré l'évidence des signes, on a appelé ça la maladie des muqueuses. Alors, le virus ou la maladie, ou le virus même s'est appelé BVD-MD pendant plusieurs années. Et puis, tout simplement pour refléter que le même virus pouvait se présenter de 2 façons différentes en termes de maladie, sans trop qu'on sache pourquoi à ce moment-là. Graduellement, la maladie qui était associée à ce virus-là a diminué en sévérité, si bien qu'au cours des années 60 et 70, on avait de la difficulté à associer la diarrhée avec ce virus-là. La plupart du temps, le virus était identifié par la présence d'anticorps chez des animaux qui avaient souffert d'une maladie respiratoire. Il n'y avait presque jamais de signes de diarrhée qui étaient observés, sauf chez les animaux qui manifestaient la forme sévère, la forme maladie des muqueuses. Si on parle toujours en termes de maladie, subitement, en 1993, au Québec en particulier,
la maladie est redevenue extrêmement sévère, avec une contagiosité cette fois-là qui était énorme, puis une mortalité qui a frisé, même qui a atteint le 100% dans certains groupes, dans certains élevages. Alors, il y a eu moins de troupeaux qui ont été touchés. Par contre, les troupeaux qui ont été touchés ont souffert de façon sévère pendant cet épisode-là en 1993. Une particularité importante du BVD, comme pour plusieurs virus, mais c'est particulièrement important pour le BVD, c'est que le virus peut infecter le fœtus pendant la gestation. Alors, cette infection-là a été démontrée très tôt. En 1968, on savait déjà que le virus pouvait être retrouvé chez des veaux qui étaient avortés, par exemple, et puis qui avaient acquis cette infection-là pendant la gestation. À ce moment-là, on avait émis l'hypothèse que les veaux qui étaient infectés de cette façon-là pouvaient avoir une infection qui persistait pendant toute la gestation, mais qui pouvait aussi persister pendant toute la vie de l'animal. Alors, à ce moment-là, c'était une hypothèse, mais cette hypothèse-là a été confirmée expérimentalement au cours des années 80. Ça a pris une vingtaine d'années avant qu'on puisse établir clairement qu'un veau pouvait être infecté dans l'utérus de sa mère et le demeurer pendant toute sa vie. Et puis, c'est ce que, finalement, est devenu le point crucial à comprendre pour comprendre la pérennité ou la permanence, finalement, d'une infection au BVD dans un troupeau. Où est-ce que le réservoir du virus pouvait être? Alors, l'infection fœtale par le BVD se manifeste de différentes façons. Si l'infection survient au début de la gestation, en général, moins de 40 jours de gestation, on parle de mortalité embryonnaire, on parle d'infertilité, mais surtout de mortalité embryonnaire, c'est ce qui est caractéristique. Alors, dans les troupeaux laitiers, avec l'avènement de l'échographie pour le diagnostic de gestation, on a pu constater plus facilement la présence ou soupçonner la présence de BVD dans certains troupeaux, justement parce que subitement, il y avait plusieurs gestations qui avaient déjà été confirmées très tôt en gestation, qui n'étaient plus présentes dès le 60e ou 80e jour de gestation. Si l'infection par le virus survient entre 40 et 120 jours, entre le premier mois et le quatrième mois de gestation, à ce moment-là, le système immunitaire du fœtus est encore immature et c'est à ce moment-là que l'infection persistante, qu'on nomme immunotolérance aussi, va apparaître et va survenir. Au-delà de 120 jours de gestation, le fœtus a graduellement acquis un système immunitaire qui est compétent et ce qu'on va observer, c'est rarement, mais dépendant du type de virus, parce qu'il y a plusieurs types de virus BVD, des avortements. On va observer aussi rarement des anomalies fœtales, alors des veaux, par exemple, qui naissent sans cervelet puis qui n'ont pas de sens de l'équilibre, des veaux qui naissent aveugles, par exemple. Encore là, un événement qui est plutôt rare, mais qui est associé au BVD. Et plus fréquemment, des veaux qui sont infectés de façon congénitale. Alors, ces veaux-là ont la caractéristique de ne plus avoir de virus au moment de leur naissance dans leur système. Par contre, ils ont des anticorps avant même d'avoir pris le colostrum de leur mère. Alors, ces anticorps-là, ils les ont développés eux-mêmes parce qu'ils ont été exposés au virus du BVD, mais ils ont pu s'en débarrasser et ça devient un moyen. Le dépistage des anticorps avant la prise de colostrum est un moyen qui peut être efficace pour révéler la présence de la circulation du virus BVD dans un troupeau où une vaccination est en place. Si on revient à l'autre manifestation du BVD, au moment où il s'appelait encore BVD-MD, c'est une maladie qui est vraiment différente d'abord parce qu'elle résulte presque systématiquement par la mort rapide des animaux qui en sont touchés. Une autre caractéristique qui est moins visible, mais qui est tout aussi importante, c'est que ces veaux-là n'ont pas d'anticorps contre le virus qui cause l'infection permanente. Alors, ces veaux-là ne peuvent pas produire d'anticorps parce que leur système immunitaire a identifié le virus au cours de la période où ils étaient dans l'utérus comme étant une chose normale pour leur organisme. Finalement, ils ne peuvent pas produire d'anticorps. Le virus isolé, une autre caractéristique qui est importante aussi, c'est que le virus qu'on isole des animaux qui sont morts de maladies des muqueuses ne reproduit pas cette maladie-là. Il va reproduire une infection qui ressemble plus à l'infection transitoire, l'infection qui est causée par le virus BVD, c'est-à-dire
quelques symptômes de fièvre, peut-être un peu de diarrhée occasionnellement, mais une maladie qui ne mène pas à la mort systématiquement. Alors, il faut des conditions particulières pour qu'un veau ou un animal qui est infecté par le virus du BVD à la naissance puisse déclencher la maladie qui va causer sa mort éventuellement. Caractéristique intéressante aussi, c'est que, puis qui a permis de mieux comprendre comment le virus finalement causait cette maladie-là, c'est que la maladie peut apparaître chez des animaux qui sont en complet isolement. Alors, on l'a démontré expérimentalement. On prenait des veaux qui étaient nés avec l'infection permanente acquise dans l'utérus, on les gardait en isolement sans aucun contact avec d'autres animaux, puis subitement, ils déclenchaient la maladie, puis ils en mouraient. Alors, l'infection, la première condition donc pour avoir une maladie des muqueuses, c'est que l'infection qui a été acquise dans l'utérus soit permanente pendant la vie de l'animal et que ce virus-là, qui est responsable de l'infection permanente, se transforme ou devienne mutant. On est familier avec le COVID de ce temps-ci, devienne mutant pour déclencher la maladie des muqueuses. Alors, un animal qui a développé ce mutant-là peut le transmettre à un autre animal qui est infecté de façon persistante, puis à ce moment-là, causer la mortalité de quelques animaux qui étaient inconnus jusque-là comme étant infectés de façon permanente, mais qui, par le simple fait d'être exposés au mutant qui déclenche la maladie des muqueuses, à la forme mutante, ce n'est pas un virus mutant, c'est une forme mutante du virus, puissent déclencher la maladie et en mourir eux aussi. Alors, c'est ce que la maladie des muqueuses est, rare, mais quand même un phénomène qui est important dans l'infection causée par le BVD. Dernier élément important, parce que c'est le but de la discussion aujourd'hui, la vaccination pour le BVD. Alors, étant donné que les premiers vaccins qui sont apparus pour les bovins, pour le contrôle des maladies respiratoires, sont apparus au début des années 60 aux États-Unis, puis au Canada, c'est vers le début des années 70. Alors, ces vaccins-là visaient la protection contre les maladies respiratoires, le IBR en particulier, l'influenza aussi qu'on connaissait, le PI3, et on y a inclus le BVD parce que jusque-là, le BVD, ou à ce moment-là, le BVD était surtout associé aux problèmes respiratoires. On ne comprenait pas encore ce qu'était la maladie des muqueuses, et puis on voulait diminuer le risque que le BVD soit associé au complexe respiratoire bovin. Lorsque l'épidémie de 1993 est survenue, les compagnies, les manufacturiers ont rapidement introduit le type qui était responsable de cette épidémie-là. On l'a appelé le type 2. Alors, c'est un virus qui est génétiquement différent. Alors, il n'y a pas seulement une forme mutante différente, il est génétiquement différent. Et puis, on l'a inclus dans les vaccins de façon à accroître la protection. Et puis, plus tard, on s'est rendu compte que cette inclusion-là était essentielle si on voulait parler de protection fœtale par la vaccination. Mais graduellement, au cours des années 80-90, on s'était rendu compte que le BVD était pas seulement associé, d'ailleurs, tous les virus respiratoires comme les IBR et le BVD n'étaient pas seulement une cause de problèmes respiratoires ou associés à des problèmes respiratoires, mais étaient aussi associés à des problèmes reproducteurs. Alors, il y a un intérêt particulier qui s'est manifesté en 1995 lorsqu'on a réalisé que l'infection par le BVD acquise pendant la gestation pouvait être permanente. Ça a ajouté un élément d'intérêt à inclure la protection fœtale par la vaccination pour le BVD en particulier, tout en maintenant la protection pour le IBR qui, elle, était connue comme étant nécessaire pour la reproduction, pour la prévention des avortements. Alors, l'indication approuvée, alors les agences, au Canada, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui est responsable de l'homologation des vaccins. Cette indication-là a été approuvée pour la première fois au début des années 2000 au Canada. Et depuis 2004, il y a 4 vaccins vivants qui ont été homologués pour induire la protection fœtale chez les femelles gestantes. En 2009, il y a un vaccin qui est à BVD inactivé. Je le nomme parce que c'est le seul, c'est le Cattle Master Gold FP5, puis on va en reparler, qui a été homologué, même si le BVD est inactivé, avec une protection fœtale reconnue ou approuvée. Si on résume un peu ce qu'on vient de discuter à propos du BVD de façon graphique, et puis qui nous aide à comprendre
ce qui est le cycle du BVD, comment le BVD finalement persiste dans un élevage, persiste dans l'industrie. C'est ce qu'on va essayer de faire avec ce graphique-là. L'histoire commence avec une vache qui est gestante et qui n'est pas suffisamment immunisée pour son fœtus, pour la protection fœtale. Cette vache-là, au cours de, ça peut être une exposition, ça peut être un encan, ça peut même être un animal à l'intérieur du troupeau où elle est. Cette vache-là rencontre un animal qui est infecté par le BVD. L'infection peut être temporaire, on appelle ça une infection transitoire, c'est-à-dire que l'animal qui en souffre va récupérer totalement puis n'en sera pas affecté. Mais ça peut être aussi par la rencontre avec un animal qui est infecté de façon persistante, ou un animal immunotolérant. Alors, si cette vache-là a moins de 40 jours, on l'a dit tantôt, c'est la mortalité embryonnaire qui est la caractéristique, la manifestation la plus caractéristique. Si la gestation a plus de 4 mois, il peut y avoir des avortements, des anomalies fœtales et des veaux qui naissent infectés de façon congénitale. Dans les deux cas, c'est un cul-de-sac pour le BVD. Toutes les situations qui se terminent de cette façon-là, de façon évidente, ça ne permet pas au BVD de persister dans un troupeau. Ce qui est important, c'est que si l'infection survient entre 40 et 120 jours, entre le premier et le 4e mois de gestation, le fœtus va devenir ce qu'on appelle un immunotolérant, un veau infecté de façon permanente, s'il n'avorte pas, parce qu'il peut avorter, il peut naître avec d'autres anomalies, on l'a dit tantôt, mais la situation, c'est qu'il peut naître parfaitement normal, la majorité d'ailleurs naissent parfaitement normaux, mais demeurent infectés de façon permanente après leur naissance. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces veaux-là? S'ils développent la maladie des muqueuses, on estime que la majorité des animaux vont mourir avant l'âge de 15 mois, mais il y en a quand même un 10% selon la littérature qui peut atteindre l'âge reproducteur. Alors, ces animaux-là deviennent aussi un réservoir d'infection important parce qu'une femelle, une génisse qui devient vache puis qui devient gestante va produire 100% de veaux immunotolérants toute sa vie, même si elle est vaccinée. Il n'y a pas moyen de la protéger, cette vache-là. Mais la plupart meurent, 90% de ces veaux-là meurent assez tôt dans leur vie, puis pendant toute la période où ils ont été présents dans le troupeau, sont demeurés un réservoir important. C'est cette boucle-là, finalement, qui permet au virus de persister. Le réservoir du virus, c'est l'immunotolérant et la boucle permet au virus de renouveler le réservoir de façon continuelle. Dans la situation qui nous préoccupe, il y a une partie de ces veaux-là qui deviennent des veaux d'embouche et puis qui sont commercialisés, qui sont mis en marché. Et puis à ce moment-là, ces veaux-là, lorsqu'ils entrent en contact, alors un seul veau qui entre en contact avec un groupe de veaux qui sont sains mais non vaccinés suffisamment, peut créer des problèmes importants parce que le virus continue d'être associé à toutes sortes de problèmes respiratoires en diminuant l'efficacité du système immunitaire, en diminuant temporairement l'efficacité du système immunitaire des animaux avec lesquels ils sont en contact, puis, par définition, qui sont déjà sous une certaine forme de stress de par tout ce qui entoure leur mise en marché. Alors, voilà ce qui résume le cycle du BVD, et puis la vaccination, finalement, est un des moyens. Il y a deux moyens pour contrôler le BVD. Premièrement, c'est d'identifier ces animaux-là ici le plus tôt possible après leur naissance et de les éliminer. Il y a des tests maintenant qui permettent de le faire efficacement. Ce que la Fédération des producteurs de bœuf a choisi comme moyen pour la mise en marché des veaux d'embouche, c'est de s'assurer que les femelles qui produisent les veaux d'embouche aient une vaccination, une protection qui soit suffisante, induite par leur vaccination selon le modèle qu'on va décrire plus loin. Alors, la protection fœtale, du point de vue réglementaire, inclut 5 conditions. Alors, tous les vaccins qui sont homologués, tous les vaccins vivants, modifiés vivants qui sont homologués au Canada doivent répondre à ces 5 conditions-là pour détenir une protection fœtale valide, reconnue. Alors, ils doivent d'abord prévenir les avortements par le IBR et par le BVD. Ils doivent permettre la vaccination sécuritaire avec un vaccin vivant des veaux qui sont allaitants sur des vaches gestantes lorsque ces vaches-là ont déjà été vaccinées selon les recommandations particulières de chaque produit avec un vaccin vivant modifié, avec un vaccin MLV. Quatrième condition, la vaccination
le vaccin doit permettre la vaccination sécuritaire des vaches qui sont gestantes avec un MLV lorsqu'elles ont été vaccinées selon les recommandations avec un vaccin MLV avant leur gestation. Alors, tous les vaccins vivants modifiés qui sont disponibles au Canada permettent cette condition-là. Et dernière condition, et la plus importante pour notre discussion, doivent prévenir ou aider à prévenir l'immunotolérance et l'infection congénitale par le BVD. Alors, ces deux conditions-là sont celles qui sont les plus significatives du point de vue de la mise en marché des veaux d'embauche. Par contre, les 5 conditions sont utiles pour les éleveurs de veaux d'embauche parce que la prévention des avortements IBR, la prévention des avortements par le BVD est un élément qui est important pour la fertilité, pour l'efficacité de ces troupeaux-là. Quels sont les vaccins qui ont une indication pour la protection fœtale au Canada? Alors, il y a 4 vaccins qui sont des vaccins vivants modifiés, ils sont listés ici, on les nomme. Alors, le Bovishield, l'Express, le Vista et le Pyramide FP5. Alors, il y en a qui incluent la mention FP dans leur dénomination, puis il y en a un qui ne mentionne pas. Par contre, son indication approuvée pour la protection fœtale apparaît sur l'étiquette de ce produit-là. Ce produit-là, même si son nom n'est pas inclus avec FP, ce produit-là a une homologation protection fœtale. Si le dernier vaccin, c'est le vaccin à BVD inactivé, qui, lui aussi, maintenant, depuis 2009, comme on le disait tantôt, inclut la protection fœtale dans son mode de protection. 2 aspects qui sont importants, les 2 aspects qu'on avait mis en rouge tantôt, la sécurité du rappel en gestation. Alors, tous les produits maintenant, la recommandation générale finalement pour permettre la sécurité du rappel en gestation, c'est d'administrer à toutes les femelles, vaches et tors, en période ouverte au moment de leur première vaccination, 2 doses. Alors, que ce soit une vache ou que ce soit une tore, si elle n'a jamais été vaccinée avec un vaccin vivant, elle doit recevoir, selon les recommandations, la recommandation est qu'on lui administre 2 doses avant la gestation pendant laquelle on voudra répéter avec un vaccin vivant modifié. C'est important. C'est un changement parce qu'au début, on exigeait seulement 1 dose pour les vaches et puis il y a quelques années, et 2 doses pour les tares. Alors, mais maintenant, la recommandation, si vous lisez les étiquettes, c'est d'administrer 2 doses à tout le monde. Alors, une vache introduite dans un troupeau, par exemple, ou l'année d'implantation d'un protocole de vaccination FP inclurait, si on a l'intention de revacciner pendant la gestation avec un vaccin vivant, inclurait cette recommandation-là. Le vaccin inactivé à BVD est sans danger pendant la gestation. C'est un vaccin qui est connu depuis longtemps, puis il n'y a pas de précaution particulière par rapport à pour la revaccination pendant la gestation. Si on parle de stratégie pour maintenir la protection fœtale, alors ça varie d'un vaccin à l'autre. Il y a une notion qui s'appelle la durée d'immunité qui est en cause là-dedans. Les vaccins n'ont pas tous la même durée d'immunité pour maintenir la protection fœtale. Alors, ce qu'on doit faire absolument, c'est d'administrer ces vaccins-là selon les recommandations spécifiques de leur étiquette. Et le mieux, connaissant un peu comment c'est pas facile de comprendre ce qu'il y a sur une étiquette, c'est de consulter un médecin vétérinaire, votre médecin vétérinaire, pour s'assurer que la recommandation est bien appliquée et bien comprise. Maintenant, l'implantation d'un programme de vaccination pour la protection fœtale, tel que le comité duquel Ève parlait tantôt, finalement, l'a accepté ou l'a discuté jusqu'à un certain point et accepté en fin de compte et recommandé à la Fédération des producteurs de bovins du Québec. Alors, il y a 2 scénarios possibles qui le permettent. Rappelez-vous que les producteurs de bovins, lors de leur première discussion là-dessus, avaient insisté pour qu'il n'y ait pas seulement des vaccins vivants qui soient utilisés ou qui soient autorisés pour permettre la protection fœtale. C'est la raison pour laquelle le scénario 2 a été proposé. Alors, le scénario 1, c'est tout vaccin qui détient une indication pour la protection fœtale approuvée au Canada. On l'a vu, on vient de le voir, il y a 5 produits, 5 vaccins différents de différents manufacturiers qui sont autorisés au Canada avec une indication pour la protection fœtale. Ces vaccins-là, lorsqu'ils sont administrés selon les recommandations qui leur sont spécifiques sur leur étiquette, vont permettre de respecter la réglementation qui va être en vigueur à partir de cet automne pour la production de veaux de 2023.
à partir de cette année, pardon, pour la production de veaux qui seront mises en marché en 2023. Alors, scénario 1, c'est ce que l'étiquette d'un produit dit. Le choix du vaccin appartient à la consultation entre un vétérinaire et son producteur. Et finalement, la Fédération va reconnaître que lorsque c'est bien appliqué, les veaux sont éligibles pour la mise en marché. Le scénario 2, le vaccin utilisé est encore la décision qu'il y a entre un vétérinaire et son client. La particularité de ce protocole-là ou de ce scénario-là, c'est qu'il combine l'utilisation d'un des vaccins, l'un des 4 vaccins modifiés vivants qui est approuvé avec une FP, avec un vaccin qui est à BVD inactivé avec une protection fétale. Ce vaccin-là, ou ce protocole-là, a été validé par une équipe de l'Université d'Auburn aux États-Unis. Et puis, lorsqu'il est administré conformément au protocole qui a été validé de cette façon-là, il a été démontré que la protection fétale était aussi bonne que celle qui était induite par un programme de vaccination qui aurait découlé finalement du scénario 1. Alors, si on prend ça plus en détail, le scénario 1, sélection d'un vaccin, on vient de le dire, c'est en consultation avec un médecin vétérinaire. Les vaccins, du point de vue des agences réglementaires au Canada, ont tous une valeur équivalente pour ce qui est de la protection fétale. Ces vaccins-là ont tous satisfait un protocole qui permettait de démontrer leur efficacité là-dessus. Et il doit être administré selon les recommandations de son étiquette lorsque l'animal est vacciné pour la première fois et pour les rappels. Les vaccins qui sont vivants modifiés, les MLV avec protection fétale, peuvent être donnés en rappel pendant la gestation, mais il y a certaines conditions à respecter. Encore là, en consultant le médecin vétérinaire, on évite les erreurs. Il y a 3 vaccins qui sont vivants modifiés au Canada avec protection fétale qui peuvent maintenir la protection fétale qui a été induite par leur administration avec une vaccination annuelle qui est synchronisée pour le troupeau. Ça veut dire, on peut vacciner à un moment de l'année tout le troupeau et puis on va être capable de maintenir la protection fétale pendant l'année. Alors, il y a des conditions à respecter et qui doivent être bien comprises. Et encore là, c'est la consultation avec le médecin vétérinaire qui va être la meilleure garantie du succès. Alors, le scénario 1, si on regarde ça en détail, alors, la première, si on parle des génisses dans un troupeau, on parle dans un troupeau où il y aurait des génisses de remplacement. Ces génisses-là, à l'âge de 5 mois, peuvent être vaccinés avec les veaux qui sont destinés à l'embauche, qui s'en vont à l'encan, avec le même vaccin que ces veaux-là reçoivent. Alors, on a 4 choix de vaccins vivants. Au Québec, les encans spécialisés n'acceptent plus les veaux qui sont vaccinés avec un vaccin inactivé. Il y a seulement des vaccins vivants qui sont utilisés. Alors, dans ce scénario-là, les génisses peuvent être vaccinées à l'âge de 5 mois de cette façon-là. Ce qui est important, c'est que lorsqu'elles arriveront à l'âge reproducteur, l'âge de la première saillie, elles doivent recevoir une autre dose. Mais cette fois-là, c'est important que ce soit un vaccin qui a une protection FP inclue dans son indication. Alors, à ce moment-là, on a 5 choix. Il y a les 4 vaccins vivants et puis il y a le vaccin inactivé. Le vaccin inactivé, dans son cas, lui, il a absolument besoin d'un rappel 21 jours. Alors ici, il y a 2 doses dans ce scénario-là. Si c'est le seul vaccin qui est utilisé chez les animaux reproducteurs dans le troupeau, il y a 2 doses qui doivent être administrées lors de la première vaccination. Après ça, ce sera un rappel annuel avec une dose. On y reviendra un petit peu plus loin. Alors, la vaccination ici avec un vaccin vivant doit être effectuée au moins 30 jours avant la saillie prévue, avant la mise au taureau. La raison, c'est que le virus, la fraction IBR de tous ces vaccins-là, peut causer des problèmes d'infertilité temporairement. Alors, ça dure une courte période, mais si la vaccination a eu lieu trop près de la saillie, à ce moment-là, l'efficacité ou le succès de la première saillie va être affecté de façon assez sérieuse. C'est important que la première vaccination survienne au moins 30 jours auparavant. Dans le cas du Cattle Master, vu que c'est un vaccin qui est à BVD inactivé, la souche IBR dans ce vaccin-là n'est pas responsable de problèmes de ces problèmes d'infertilité-là. Ça peut être administré plus près de la première saillie sans conséquence. Les rappels, finalement, vont survenir dans le cas des 3 vaccins qui ont une durée d'immunité démontrée puis qui permettent la revaccination ou le rappel de façon synchronisée dans le troupeau. Le rappel est annuel. Au moment où est-ce que le producteur
va la plupart du temps, c'est au moment du diagnostic de gestation que ça va se faire, mais ça peut varier d'un élevage à l'autre. Et puis, le programme doit être établi en fonction de la consultation ou suite à une consultation avec votre médecin vétérinaire. Ceux qui décideront d'administrer un rappel en gestation en utilisant un de ces 3 vaccins-là doivent se rappeler que les vaches adultes qui entrent dans le troupeau doivent recevoir elles aussi au moins 2 doses. Les taures, elles ont déjà reçu leurs 2 doses, mais les vaches adultes qui sont introduites dans le troupeau pourraient ne pas avoir reçu de vaccination avec un vivant modifié avant leur introduction. À ce moment-là, elles doivent être traitées comme on le fait pour les taures avec 2 doses. C'est la recommandation maintenant de ces produits-là. Il y a 2 produits qui ne permettent pas finalement un rappel annuel de façon synchronisée parce que leur durée d'immunité n'a pas été démontrée. Et puis à ce moment-là, la revaccination ou le rappel avec ces 2 vaccins-là doit obligatoirement être fait pendant la période ouverte à chaque année. Alors, c'est dans les jours, dans le cas du pyramide, ce serait au moins 30 jours avant la saillie. Dans le cas du Cattle Master, c'est n'importe quand pendant la période ouverte que le vaccin devrait être réadministré. Encore là, parce que la durée d'immunité de ces vaccins-là n'a pas été démontrée et ne permet pas le rappel synchronisé dans les troupeaux. C'est des questions qui soulèvent, ou c'est des détails qui soulèvent beaucoup de questions. Puis, vos vétérinaires vont pouvoir vous guider, lorsque je m'adresse à des producteurs, pour bien comprendre finalement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible selon le vaccin qui a été choisi. N'oubliez pas le taureau. Le taureau, ça peut être le cheval de Troie ça peut être l'immunotolérant qui va entrer le BVD dans un troupeau, premièrement parce qu'il risque d'avoir été en contact avec d'autres animaux et peut être infecté de façon temporaire au moment de son arrivée, ou tout simplement parce qu'il est un immunotolérant lui-même. Et à ce moment-là, il faut que la vaccination le permette de le protéger. Alors, les taureaux devraient être vaccinés en même temps, au même âge que les animaux ici, puis devraient avoir un rappel annuel avec un vaccin vivant modifié comme celui-là. Pas nécessaire d'utiliser un vaccin inactivé chez les taureaux parce qu'on n'a pas peur qu'ils avortent, de façon à maintenir leur protection pour le BVD. Mais l'âge crucial pour un taureau, c'est autour de la puberté. Si un taureau est infecté au moment de sa puberté et puis qu'il n'a pas la protection, il est possible puis il y a des cas qui ont été rapportés, il est possible que l'infection demeure localisée dans les testicules, que le taureau se débarrasse de son infection dans son système, devienne exempt du virus après avoir développé des anticorps, mais que ces anticorps-là ne permettent pas d'éliminer le virus au niveau de ses testicules. À ce moment-là, la semence de ces taureaux-là pourrait être infectée par le BVD. Il y a un cas célèbre qui a été documenté il y a une vingtaine d'années, même presque une trentaine d'années maintenant, un taureau qui avait passé tous les tests pour l'immunotolérance et puis qui s'est ramassé dans un centre d'insémination avec des testicules infectés. Alors, vous pouvez imaginer le beau dégât que ça peut causer. Il a fini en saucisse, puis c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, le phénomène de séquestration testiculaire pour le BVD était une réalité qui pouvait survenir. N'oubliez pas le taureau. Deuxième scénario, il arrive des situations où l'administration d'un virus vivant modifié, un MLV, sur des vaches gestantes n'est pas envisageable parce qu'on n'a pas, par exemple, les dossiers pour permettre d'identifier correctement les animaux les vaches qui auraient été vaccinées adéquatement avant leur gestation, ou tout simplement parce qu'il existe une crainte, finalement, avec les virus vivants modifiés qui est parfaitement légitime. Ça peut être aussi parce que les rappels annuels, lorsqu'on utilise un vaccin qui ne permet pas les rappels synchronisés, n'est pas possible logistiquement. Alors, les équipements pour permettre la revaccination individu vache par vache, finalement, n'est pas possible. Alors, c'est la raison pour laquelle ce scénario-là ou ce protocole-là a été développé, a été testé. Il combine l'administration séquentielle, ça veut dire qu'il y a un ordre précis pour l'administration des vaccins dont on va discuter, et puis qui inclut finalement un virus à BVD inactivé pendant la gestation. Alors, ce protocole-là, sa caractéristique première, c'est de ne jamais avoir à administrer un virus vivant modifié chez des vaches qui sont gestantes. Le virus vivant modifié est administré seulement à des animaux en jeune âge qui sont non reproducteurs ou à des animaux lorsqu'ils ont été introduits dans le troupeau ou l'année de l'implantation du programme qui ne sont pas encore gestants.
Si on regarde en détail, en passant, ce programme-là a été publié, a été développé en 2017 aux États-Unis. Puis l'Association américaine des praticiens bovins a publié des lignes directrices en octobre 2021 en incluant ce protocole-là de vaccination comme étant démontré de façon validée. Alors, si on regarde en détail ce que ça donne, pour les veaux de l'âge de 5 mois, c'est le même scénario. Alors, les veaux reçoivent un ou l'autre des vaccins, comme pour s'ils s'en allaient à l'encan, puis les génisses reproductrices vont être traitées de la même façon. Avant la première saillie, à ce moment-là, on répète obligatoirement avec un des 4 virus vivants modifiés. Notez ici qu'il n'y a plus de cattle master. C'est seulement les veaux, les génisses qui sont destinés à la reproduction vont recevoir avant leur première saillie seulement des vaccins à virus vivants modifiés. L'année de l'implantation, les vaches adultes doivent recevoir cette dose-là. Une seule fois, mais doivent la recevoir en période ouverte pour respecter les conditions du protocole qui permettront finalement de maintenir ou d'établir la protection fétale. Le rappel annuel est établi avec une dose du vaccin inactivé à BVD inactivé, la Calamaster. C'est le seul pour le moment qui est homologué au Canada avec cette indication-là. Et deux conscients, la vaccination commence dès la première gestation. Ça veut dire qu'une génisse qui devient reproductrice dans votre troupeau, dans un troupeau où on implante ce protocole-là, va recevoir 3 doses de vaccin dans à peu près le premier 12 mois, avant l'âge de 17 mois, parce que ça a commencé à 5 mois, va recevoir 3 doses de vaccin avant l'âge de gestation, parce que le premier vaccin, pendant sa gestation, va survenir à peu près à la mi-gestation, vers le 4e mois. Et dans ce cas-là, c'est une notion importante aussi, il n'y a pas de rappel après la première dose. Alors, on donne une seule dose du vaccin vers la mi-gestation pour établir ce protocole-là. J'oublie rien là-dessus, c'est complet. Encore une fois, je note que lorsque les animaux deviennent gestants, ils reçoivent seulement un virus ABVD inactivé et à IBR sécuritaire. Le vaccin, le IBR du cattle master est sécuritaire pour les vaches gestantes. Alors, on élimine le risque qui est associé à l'utilisation des vaccins vivants pendant la gestation. Alors, le mot de la fin, c'est un programme de vaccination qui est à valeur ajoutée à la fois pour les éleveurs de veaux d'embouche, parce qu'il y a des études, il y a au moins une étude importante qui a démontré que dans les troupeaux qui souffraient finalement de la présence du BVD, la vaccination aidait de façon importante à diminuer les risques qui étaient associés à la reproduction dans ces troupeaux-là, en particulier les avortements. Et valeur ajoutée aussi pour les producteurs de bouvillons d'abattage. Alors, les veaux qui sont mis en marché vont avoir une protection qui va être supérieure en diminuant le risque, finalement, de mettre en marché un immunotolérant ou d'exposer des veaux qui sont vaccinés adéquatement, mais quand même exposés à des immunotolérants lors des points de mise en marché. Et c'est aussi une opportunité pour augmenter, pour permettre la consultation entre les éleveurs de veaux d'embouche et leurs médecins vétérinaires. C'est une considération qui n'est peut-être pas négligeable au Québec. Il y a un programme qui s'appelle le PISAC à l'heure actuelle qui encourage, qui favorise ce genre de consultation-là. Et puis, la vaccination devient plus compliquée que ce qu'elle était, mais en même temps, elle devient plus, comment je dirais, utile, plus fonctionnelle que ce qu'on avait avant. Avant, on vaccinait seulement pour la prévention des problèmes respiratoires. Maintenant, on inclut aussi la protection fétale pour le BVD et la protection contre les problèmes reproducteurs associés à la présence des virus respiratoires dans les élevages. Alors, c'est mon dernier mot. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été soulevées. Wonderful. Thank you so much, Paul. As I put in the chat, we have time for 1 or 2 quick questions here. Okay, well, doesn't look like we have any coming in. But on that note, I'm going to turn it over to Trevor Welch to close us out. Oh, there we go. You unmuted for me. Yeah, no, thanks.
Kaylee. I appreciate that. And thanks for the presentation. Hopefully everybody, as Kaylee said, there's a lot to learn there. And if you're not already doing these vaccination protocols, certainly a good chance to jump on and learn what needs to be done to keep access, to that market for our calves and Là, pour nos veaux d'embauche et pour la santé de nos troupeaux. Merci à tout le temps d'avoir pris l'heure du dîner, mais merci d'avoir pris du temps et bien sûr, je n'ai pas la liste des autres webinaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mais si vous êtes capable, venez nous rejoindre durant ces sessions de l'heure du midi et on va tous apprendre les uns. Je remercie tout le monde qui se rejoint à nous et on se verra dans peu de temps.